Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine Medi 1 TV Afrique. Soyez les bienvenus dans le Talk Afrique. Dans un article intitulé « Les grands enjeux du leadership africain », l'auteur écrit ceci: « La société africaine contemporaine fait face à de nombreux problèmes auxquels d'autres mondes sont confrontés. Les préoccupations actuelles comprennent la violence, les guerres, l'inflation, le chômage et bien d'autres. Certains de ces problèmes sont attribués au type de dirigeants que nous avons. » Cette émission abordera la question des dirigeants africains pour un continent riche, prospère et capable de faire face à la concurrence mondiale. Deux invités en plateau pour en discuter, Martinier et Yapi. Bienvenue sur notre plateau. Merci, c'est moi qui suis très reconnaissant pour l'invitation. Vous êtes conseiller en communication, diplômé de l'Institut de formation politique Amadou Gan Coulibaly. C'est bien cela. Très bien. Avec nous également Charmide Douan. Elle est présidente de l'ONG Niorfan. Niorfan qui veut dire le pouvoir de la femme. Exact. Elle est diplômée également de cet institut. Exactement. Avec vous, monsieur, madame, nous allons donc discuter des questions des dirigeants africains. On a coutume d'entendre qu'un peuple a les dirigeants qu'il mérite. Est-ce qu'on peut dire la même chose pour le continent africain, quand on voit les différents pays? Oui et non. Si on se base donc sur l'actualité, on se dirait que le peuple a les dirigeants qu'il mérite, d'autant plus que le peuple lui-même ne revendique pas assez, le peuple lui-même ne décide pas de participer assez à la chose politique. On a l'impression que la politique est quelque chose d'élitiste. Pourtant, dans nos communautés, on peut déjà commencer à participer. Donc, en l'heure actuelle, les peuples africains ont les dirigeants qu'ils méritent, mais ils devraient faire davantage. Sur cette même question, votre avis? Alors déjà, moi je pense que le thème il est parleur. Okay. Parce que quand on nous demande quel genre de leader politique il faut pour l'Afrique, je pense, à mon homme avis, que l'Afrique a les leaders qu'il faut pour son développement. D'accord, l'Afrique a les leaders qu'il faut pour son développement. Alors la question c'est de savoir, mais pourquoi depuis aussi longtemps on parle du développement du continent africain? Nous sommes encore dans des pays, la plupart sont des pays en voie de développement. On a l'impression qu'on rame à compte courant. On avance 2 ans, 5 ans, on revient à travers des troubles, des guerres. Pourquoi est-ce que nous en sommes encore là, selon vous? Nous en sommes encore là parce que certainement on n'a pas encore eu la possibilité de fixer de façon durable les lignes sur lesquelles on voudrait marcher. Quand vous dites la possibilité, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir cette possibilité-là? Nous sommes libres, les dirigeants ont la plupart du temps 5 ans, 7 ans de gestion d'un pouvoir, 2 mandats, 3 mandats, ainsi de suite. Pourquoi par cette possibilité? Moi ici, je ne voudrais peut-être pas me faire porte-parole des dirigeants, mais me faire porte-parole du peuple lui-même, des jeunes. On n'a pas les possibilités parce que les conditions ne sont pas encore totalement créées pour pouvoir permettre à ces jeunes-là, à ces peuples africains-là, à au maximum participer donc à la vie politique. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, on peut quand même, mais ce que je voulais rajouter, c'est que l'Afrique a déjà certes les dirigeants qu'il faut, mais il y a beaucoup de contextes en fait qui sont à la base de notre sous-développement. Et le premier contexte que je voulais donc énumérer, c'est le contexte historique. Et quand je parle de contexte historique, il faut partir déjà donc depuis l'esclavage, la colonisation. Ce sont encore des pesanteurs historiques qui ont encore un poids considérable sur notre développement. À cela également se rajoutent les différentes crises auxquelles nous faisons face en Afrique. Parce qu'à chaque élection, il y a une nouvelle crise. À chaque changement de pouvoir, il y a des conflits. Il y a eu des génocides encore dans d'autres pays africains. Donc ce sont quand même des éléments très importants et très pertinents qui peuvent expliquer notre sous-développement. Et enfin, il y a le fait qu'au niveau de l'industrialisation, nous sommes encore en retard. C'est vrai que des efforts sont en train d'être faits, mais il y a beaucoup qui reste encore à faire. À vous écouter, est-ce à dire que l'Afrique est responsable, ou du moins est victime de ce qui lui arrive, n'est pas vraiment totalement responsable? Personnellement, je n'aime pas être dans la victimisation. J'estime que l'Afrique est responsable. Parce qu'elle a toutes les cartes en main, elle est responsable de sa construction, de son développement. Donc elle assume. Elle assume et l'Afrique devrait faire davantage. Pour ce qui est de mon pays, la Côte d'Ivoire, on devrait faire davantage en comprenant quels sont les enjeux actuels pour notre sous-région, quels sont les enjeux actuels pour notre pays et comment est-ce que dans ce schéma politique et géopolitique, on se positionne de sorte à ce que notre nation puisse profiter davantage, de sorte à ce qu'on ne se retrouve plus dans ces bribes de guerre, d'incompréhension politique, mais qu'on comprenne davantage que l'enjeu primordial, c'est notre pays, c'est notre continent. On a vu la guerre en Ukraine qui n'est pas encore achevée. Les pays africains, beaucoup d'entre eux ont beaucoup de difficultés sur le plan de la sécurité alimentaire. On dit que l'Afrique est un continent qui est riche. Comment un continent qui est aussi riche, certains pays qui sont aussi riches peuvent se retrouver dans une situation
encore de demandeurs aux situations difficiles? Alors, je pense que déjà, au niveau de la Côte d'Ivoire, cette chose s'explique parce qu'on a mis beaucoup plus l'accent sur les cultures comme le café, le cacao, l'EVA. Ce sont des cultures qu'on exporte. Du coup, le vivrier, qui est censé être la matière que nous consommons, nous en exportons davantage. Je pense que cette guerre en Ukraine devait en fait nous interpeller le gouvernement et même on va dire les populations. Il faudrait qu'on puisse cultiver ce que nous consommons. C'est vrai qu'on veut exporter, mais il ne faut pas qu'on exporte tout en fait. D'abord, il faut être rassasié avant de vouloir nourrir le voisin. Bien entendu, c'est un adage certainement africain, oui. Moi, je pense qu'on se nourrit en majorité de quelque chose. À partir du moment où on a conscience de ce dont on a besoin, on s'arrange à ce que ce soit le plus proche possible. On est un continent africain qui n'avons pas les mêmes climats, mais en fonction des zones sur lesquelles, là où on se trouve, on a des possibilités climatiques et géographiques qui nous permettent de cultiver certaines cultures qui peuvent aider et nourrir le peuple africain. Je pense qu'on a des organisations comme la CEDEAO, on a des organisations comme l'Union africaine, il faut davantage profiter de ces organisations sous-régionales-là, réparties au mieux les choses de sorte à ce que le continent africain soit autosuffisant. Tous autant que nous consommons peut-être le pain qui est en majorité fait à base de blé. Il y a des zones en Afrique où on peut semer ce blé-là pour pouvoir nourrir le continent africain. Il faut profiter certainement de cette crise-là pour se dire que non, voilà, désormais, les Africains doivent, en fonction de là où ils se situent, avoir des cultures qui nourrissent les Africains pour ne plus qu'on soit dépendant, mais que davantage le monde soit dépendant de nous. Qu'est-ce qui fait la richesse du continent africain? On ne pourra certainement pas tout égrener, mais il y a un contraste. On dit que le continent africain, il est riche, son sous-sol et bien d'autres choses que vous allez certainement nous rappeler ici. Mais ceux qui doivent profiter de ces richesses, souvent cherchent à aller ailleurs. C'est ça. Et il y a des personnes ailleurs qui viennent pour profiter de ces richesses. Qu'est-ce qui fait la richesse et la beauté de ce continent, selon vous? Déjà, il faut dire qu'au niveau des richesses, l'Afrique est aujourd'hui l'un des continents qui a le sous-sol le plus riche. Nous avons l'or, le diamant, l'uranium. Il y a encore des pays où le pétrole est encore là. Et à côté de ça, on a les atouts humains. D'après la Banque mondiale, plus de 40% de la population a moins de 15 ans. C'est énorme. Et ça veut dire que c'est 40% de personnes qui sont en mesure, en fait, de se prendre en charge, en fait. Donc, par rapport à ça, ce sont des atouts qui sont vraiment très, très, très considérables qu'on devait profiter pour mettre en valeur. À côté de ça, je pense qu'on a également des atouts géopolitiques. Aujourd'hui, quand tu regardes un peu partout dans le monde, l'Afrique est un continent, je dirais, un peu vierge. Parce que, humainement parlant, on a la matière qu'il faut. On a le sous-sol qu'il faut. Maintenant, il faut chercher à mettre tous ces atouts-là en valeur pour qu'on puisse être le centre du monde. Et pour répondre à votre question, disons, pourquoi est-ce qu'on va à l'extérieur? Parce qu'en Afrique, ici, on ne valorise pas nos richesses. On ne sait pas se valoriser nous-mêmes. On ne sait pas se valoriser nous-mêmes. J'ai une maxime de Sephora Kodio, qui est quelqu'un qui s'est investi beaucoup pour les femmes. Mais il a fallu que les Américains la reconnaissent pour que nous, en Côte d'Ivoire, on puisse reconnaître sa valeur. On puisse savoir qu'elle est juste à côté. Voilà. C'est parce que l'Afrique ne reconnaît pas ses leaders. L'Afrique ne reconnaît pas ses étoiles. Je pense qu'il serait peut-être temps qu'on puisse donner de la valeur à nos étoiles pour emmener en fait ces jeunes qui veulent aller se chercher ailleurs pour dire que l'Eldorado c'est ici. Et à côté de ça, il faudrait que également on puisse créer des conditions. Aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat. Mais pour entreprendre, on a beaucoup de bières. Imagine en fait qu'on crée des conditions pour faciliter l'entrepreneuriat aux jeunes. Imagine en fait que pour une tasse qui est par exemple de 200 francs à une entreprise extérieure, on demande à une entreprise ivoirienne, à des jeunes de payer que 50 francs. Il y a plein de jeunes qui vont s'engager dans l'entrepreneuriat. On doit faciliter les conditions pour les jeunes. On doit faciliter les conditions pour nos mamans. Tout est devenu cher. Tout est devenu cher. Et ça, c'est vraiment un problème. C'est vrai, les États font des efforts, mais il y a beaucoup qui reste encore à faire. Très bien. Je pense que ce cri du cœur, c'est tellement l'endroit des dirigeants sur les potentialités et les richesses du continent. On a l'impression que certains sont ignorants de tout ce qu'on a ici, sur notre territoire africain.
vous avez raison, on a l'impression. Mais je pense qu'ils ne sont pas ignorants, mais ils ne sont pas plus entreprenants. Il faudrait davantage entreprenants. On parle beaucoup des richesses naturelles de l'Afrique, mais moi je voudrais dire qu'on ne doit même plus penser aux richesses naturelles. Les États-Unis sont un pays qui a davantage de richesses naturelles que le reste de l'Afrique, mais ils ne l'exploitent pas assez. Ils pensent aux générations futures, mais ils capitalisent sur d'autres éléments. Et il faudrait également qu'on puisse capitaliser sur ces éléments. Moi qui ai la possibilité de constater un peu le fonctionnement des capitales africaines, par exemple à Abidjan vous avez les différentes lagunes, c'est un peu comme à Venise. Mais quelle est la politique autour de ces différentes lagunes de sorte à ce que la Côte d'Ivoire puisse encore être ce pôle touristique-là pour que les gens quittent d'autres contrées européennes, asiatiques pour venir au maximum. Aujourd'hui, quand vous regardez les chaînes internationales françaises ou américaines, l'enjeu principal, c'est les vacances. Donc, quel est l'enjeu? Qu'est-ce qu'on a mis en place pour que ces populations qui se trouvent au nord de l'Afrique, qui se trouvent au sud de l'Afrique, qui se trouvent au nord de la Côte d'Ivoire, au centre, puissent profiter au maximum, sans forcément penser au sous-sol, sans forcément penser à l'agriculture. Tout ça, c'est bien, mais il faudrait penser à une certaine ouverture pour que tous les pays puissent profiter. Et je pense que les autres l'ont compris, il faudra que davantage nous on le comprenne aussi. Il y a un autre aspect très important qui est la formation. Il y a un auteur qui dit, au lieu d'investir sans cesse dans les matières premières, il faut investir dans les matières grises. Parce que les matières premières s'amenuisent, un puits de pétrole, il finit, on va en chercher un autre. On prend le cas par exemple de l'Israël, qui est un pays qui est pratiquement bâti dans des montagnes, dans des zones rocailleuses, mais qui est exportateur de tout ce qu'il y a comme fruits, etc., etc. Donc c'est de la technologie qu'on doit s'emparer. Qu'est-ce que vous pensez de cet auteur? Oui, je pense que l'auteur, c'est vraiment une très bonne maxime. Vous savez, il y a un auteur qui disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Ça veut dire que tu peux avoir de la matière, mais si tu ne sais pas t'en servir, ça sera comme du gâchis en main. On doit miser sur la formation. C'est à cela également que je voulais dire merci à l'administration de l'IFP. Parce que c'est vrai qu'on veut des jeunes qui font de la politique, mais il faut également miser sur leur formation. Dans tous les domaines de la vie, il faut miser sur la formation. Parce qu'un homme qui est formé, c'est un homme qui a de la matière, qui saura quoi en faire. C'est-à-dire qu'il ne sera pas limité en fait. Il sera, bon, j'ai cette matière-là. Comment faire pour multiplier cette matière-là? Comment faire pour la pérenniser, pour ne pas qu'elle puisse finir? Donc la formation est très importante. Donc aujourd'hui, avec le ministère de la Jeunesse, on commence à former les jeunes dans les métiers. C'est très louable. Aujourd'hui, on forme dans l'agriculture, on forme à la mécanique, tout ça c'est louable. Mais formons également des jeunes à faire la politique, formons les jeunes également à faire de l'entrepreneuriat et créons les conditions. On a formé, d'accord, mais il faut créer les conditions. D'accord. S'agissant de nos leaders africains, comment ces derniers peuvent-ils faire en sorte de pouvoir s'imposer face aux concurrents, face aux multinationales, face aux pays de l'Occident? Parce que bien des fois, on a l'impression que certains travaillent comme s'ils étaient assujettis, comme s'ils avaient les mains liées. Nous voulons que l'Afrique soit une force, il faut les dirigeants qui vont avec. Qu'est-ce que vous dites à ce niveau? Il faut faire preuve d'intelligence politique, tout simplement. La politique est censée être quelque chose qui se fait par des personnes très intelligentes, j'insiste là-dessus. Il faut faire preuve d'intelligence et preuve de finesse dans les discussions avec ces institutions internationales-là. On est conscient d'une chose aujourd'hui, tout le monde en parle. L'Afrique est le continent de l'avenir. Peut-être que c'est nous qui n'avons pas compris que nous sommes le continent de l'avenir. Il faut donc saisir cette opportunité-là pour rebattre les cartes dans les différentes discussions, de sorte à ce que ce qui nous est promis, on puisse revoir cela à la hausse pour que au maximum cela puisse profiter donc aux populations. On parlait tout à l'heure d'investir dans la matière grise. C'est sûr en quoi il faut investir. Moi, je pense que c'est vrai que ceux qui sont géopoliticiens vous diront que le territoire il est important, mais le petit territoire, c'est la manière dont vous l'exploitez, c'est ça qui va vous servir. On est la Côte d'Ivoire, on est l'Afrique. Au maximum, on investit dans l'intelligence des Africains. Demain, on sera comme des Singapour, on sera comme Israël et les autres auront peur de nous. Et c'est à cela qu'il faut venir de sorte à ce qu'on puisse, plus vous êtes respecté, plus vous avez la possibilité donc d'influer sur les discussions. Et ceux qui vont permettre d'influer, ce sont les intelligences que vous aurez créées. Il faut aider
ma consoeur l'a dit, il faut créer les conditions, mais il faut au maximum investir dans l'intelligence de sorte à ce qu'aujourd'hui, on n'est pas ce qu'on appelle chez nous des sauts métiers, mais quelqu'un qui est pêcheur puisse être quelqu'un qui vit de cela, quelqu'un qui est mécanicien puisse être quelqu'un qui vit de cela, mais ce n'est pas un mécanicien de quartier, mais ce soit quelqu'un qui lui-même puisse prendre l'EVA qui quitte la Côte d'Ivoire, on puisse se transformer en Côte d'Ivoire et qu'on puisse au moins fabriquer un pneu en Côte d'Ivoire. C'est à cela qu'il faut arriver. Il faut plus forcément s'axer sur ce que nos parents ont voulu peut-être à l'entame des indépendances avec le pétrole, avec le cacao ou le café, mais il y a beaucoup d'autres éléments qu'on doit davantage exploiter de sorte à ce qu'on puisse nous-mêmes profiter et que cela puisse nous permettre de nous affirmer sur le plan international. Est-ce qu'il y a la volonté politique qui va avec ? Parce que certains auteurs estiment qu'il y a des ingénieurs, on les compte par milliers. Il y a des scientifiques, des chercheurs qui cherchent et qui trouvent. C'est ça. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Pour exemple, à l'avènement de la Covid-19, dans nos différents pays africains, on a vu des chercheurs qui ont trouvé des respirateurs artificiels, qui ont trouvé beaucoup de choses. Mais à l'heure où nous sommes, qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce qu'on a développé des compétences autour de telle sorte qu'on puisse en produire et éviter d'être dépendant de l'extérieur? Est-ce que la volonté politique? Alors, je pense que sur cette question-là, il y a de la volonté politique, mais c'est le suivi qui n'y est pas. Qui doit faire le suivi? Voilà. Si la volonté est là, qui doit alors, faire le suivi? Je vais dire, en fait, l'État a la volonté de faire quelque chose. Par exemple, on encourage les jeunes, les scientifiques à chercher. Et quand ils trouvent, on doit être à mesure de créer un système, un mécanisme qui sera à mesure de suivre en fait ces trouvailles-là. Et y mettre les moyens. C'est ça, y mettre les moyens. Ça ne sert à rien de trouver, par exemple, je trouve un gobelet, puis je m'arrête à un gobelet. Alors, quand je trouve un gobelet, comment est-ce que je peux parfaire ce gobelet-là pour aboutir à quelque chose de plus beau, de plus poli, qui peut profiter à tout le monde, pas seulement à un petit groupe, mais voir à toute la terre. Donc c'est ça en fait, il manque le suivi, il manque l'accompagnement, il manque en fait de créer des conditions, de créer en fait, je vais dire... l'écosystème, tout l'écosystème. Voilà, tout l'écosystème qui va avec pour accompagner les chercheurs. Parce que les chercheurs qui trouvent, on en a. On en trouve effectivement. Oui, sur la même question de la volonté de nos dirigeants des pays africains, tout le monde n'est pas mis à la même enseigne, mais on parle beaucoup plus de ceux qui sont encore en état de léthargie. Pour ce qui est de mon pays, la Côte d'Ivoire que je connais, je peux dire que... Bien sûr, vous pouvez en parler. Je veux dire que la volonté est là. On voit les actions concrètes que le gouvernement de Côte d'Ivoire met en place pour pouvoir permettre à ce que les scientifiques aient un mieux essor. Mais ma consoeur l'a dit, il faut du suivi. Il faut de l'engagement politique, il faut de la volonté politique. On a parlé d'investissement dans la matière grise tout à l'heure, mais il y a le suivi qui va avec. À l'avènement donc de la Covid, on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait ces possibilités-là qui étaient là, proches de nous. Il faudrait qu'on puisse travailler davantage, de sorte à ce que les seringues, les poches dans les différents services médicaux, que dans tous les domaines de la société, on puisse au maximum voir qu'est-ce qu'on peut faire ici, investir dans nos universités. Moi qui ai fait l'université publique en Côte d'Ivoire, vous pourrez trouver dans les différents labos, les chercheurs se cherchent eux-mêmes. Comment peuvent-ils trouver? Parfois, difficulté de matériel. Difficulté de matériel. Mais si on a conscience qu'on veut en arriver à un pays émergent, il y a les conditions matérielles de l'émergence qui sont là. Mais quelles sont les conditions immatérielles de l'émergence qu'on met en place pour pouvoir en arriver là? Je pense que les politiques devraient davantage faire de sorte à ce que le peuple puisse profiter et que, je dis, dans 10 ans, 20 ans, on ne soit plus à parler encore de ce dont on parle aujourd'hui, mais que le jeune Africain qui naît sache qu'il naît sur un continent qui lui offre toutes les possibilités et qui lui permet de s'épanouir et de réussir. Et on ne verra plus nos frères aller mourir donc dans la Méditerranée. C'est ça l'ambition. D'accord, très bien. Lorsqu'on regarde l'Afrique, tout le monde est unanime que le continent africain, on le dit, c'est un continent d'avenir, la jeunesse en termes de ressources humaines. Il y a tout ce qu'il faut, le nombre de terres arables. Il y en a, on dit que le continent africain va nourrir le monde. C'est ça. Mais on se pose la question de savoir qu'est-ce que nous attendons. Attendons-nous, les Asiatiques, les Européens, les Américains, pour utiliser des milliers d'hectares sur nos terres en Afrique pour les développer? Alors la question que je vous pose, si on devrait mettre les Occidentaux, les Américains et ceux qui viennent d'ailleurs, pour pouvoir exploiter des milliers d'hectares en Afrique par rapport aux pays africains eux-mêmes, de ces deux catégories-là, qui va développer un si peu? Alors, je pense qu'il y a un adage qui dit qu'on est mieux servi que par soi-même. Je vais juste prendre l'exemple d'un pays comme le Qatar.
Au Qatar, par exemple, tu es un étranger, tu es venu mettre ton entreprise. Il faudrait qu'un Qatarien soit actionnaire dans ton entreprise. C'est-à-dire que si on veut favoriser que les autres pays viennent s'installer en Côte d'Ivoire, en Afrique, il faudrait qu'un Africain soit actionnaire dans son entreprise. Déjà le premier point. Pour moi, c'est le premier point. Ça permettra en fait que ces richesses qui seront emmagasinées par cette entreprise-là soient redistribuées aux citoyens. À un citoyen lambda. Ça fait une source d'emploi, c'est l'enrichissement. Voilà, c'est un enrichissement, premier point. Et de deux, comme je disais tout à l'heure, il faudrait qu'on puisse faciliter aux entreprises locales. Ça veut dire en fait qu'au niveau des taxes, au niveau des impôts, au niveau de la douane, il faudrait qu'on puisse faciliter toutes ces données-là aux Ivoiriens, aux Africains. Parce que si tout est au même niveau que celui qui vient de l'Occident, lui, il a de l'argent en fait. Quand il vient, il est préparé. Par rapport à un entrepreneur qui vient de commencer, ils n'ont pas les deux les mêmes moyens. Parlons justement de facilitation de taxes. On a écouté un reportage d'un concepteur de téléphone portable qui est dans la zone franche, le BITIB, au niveau de la zone du Grand Bassam. C'est une zone sur laquelle il n'y a pas de taxation. Mais le paradoxe, c'est que dès qu'on sort de la zone, il y a des taxes. Et donc, pour résumer, ce qui a été dit, c'est que le téléphone portable qui est fabriqué en Côte d'Ivoire, quand on le vend sur le territoire ivoirien, sorti donc du BITIB, est beaucoup plus cher que quand on le vend à l'extérieur, à cause justement de la taxe. Donc, si on ne facilite pas de façon assez concrète les questions qui sont liées à la taxation, c'est un problème pour les nationaux. C'est un véritable problème. Et je le dis parce que moi, il y a des sœurs qui font la coiffure, qui font la couture. Mais la somme qu'elles payent comme taxe, c'est énorme. Et parfois, c'est la fermeture, si on ne peut pas s'en sortir. Oui, parfois on vient, on le ferme le magasin. C'est donc le licenciement de personnes. Voilà. Donc vraiment, sur ce côté-là, il faudrait que le gouvernement puisse penser à ça. Faciliter l'entrepreneuriat aux jeunes. C'est vrai, vous formez, c'est vrai, on est d'accord. Mais après la formation, il faut le suivi. Et pour ce suivi-là, alléger les taxes et les impôts. Pour que nous, qui sommes les jeunes qui voulons entreprendre, on puisse le faire aisément. Parce qu'on retrouve beaucoup de personnes dans l'informel qui fuient justement les différentes taxes. Sur la même question de l'investissement sur les terres arables, le développement, l'industrialisation, on en parle sans cesse. On a l'impression qu'on ne bouge pas. Est-ce que les pays réunis dans leur simple bulle, à leur simple niveau, pourront être efficaces? On parle de l'Union africaine, on parle de CEDEAO. Parfois, on se retrouve pour réfléchir à la question politique, mais la question de développement, souvent, on ne voit pas de façon concrète. De façon concrète, on ne le voit pas assez. Il y a quelques éléments qui sont là, il faut le respecter, mais on ne le voit pas assez. Vous pouvez les mettre en lumière. Si moi, la question que je voudrais qu'on se pose, quelle est notre ambition? Notre ambition, c'est de devenir une nation, une sous-région, un continent qu'on respecte. Il faudrait donc créer les conditions de ce respect-là. Aujourd'hui, la politique, ce n'est plus l'État. La politique, ce n'est plus que l'armée. La politique, c'est la politique internationale avec les différentes entreprises. C'est ça qui fait la force aussi d'un État. Le cas qu'on connaît le plus certainement, c'est le cas français, qui est présent avec Bouygues, qui est présent avec Total. Sans citer la société. Voilà, qui est présent avec des multinationales importantes. On crée des champions nationaux qui, aussi à l'international, font la force de l'État. Je pense qu'en Côte d'Ivoire ou dans les autres pays africains, il faudrait en arriver là, de sorte à ce qu'on crée des champions nationaux. Et pour créer les champions nationaux, elle a dit, il faut faciliter certaines choses à ces entreprises-là, avec l'ambition que ces entreprises-là deviennent grandes pour également participer au rayonnement. On n'attendra pas que quelqu'un vienne nous aider. C'est vrai qu'on ne peut pas vivre en autarcie complète, mais on n'attendra pas que quelqu'un vienne nous aider. Aujourd'hui, avec les outils digitaux et tout, on a la possibilité d'être ouvert au monde, de savoir ce qui s'y fait, de ce qui peut se faire chez nous. Il faudrait saisir ces opportunités-là. Et de façon efficace, il faut arrêter de trop bavarder. Et moi aussi, je suis de... Il faut passer à l'acte. Il faut passer à l'acte. Et pour agir, je pense, moi, c'est vrai que je suis de philosophie littéraire, mais il ne faudrait plus mettre des étudiants ou avoir des élèves qui réussissent le bac. On vient d'assister donc au résultat du bac en Côte d'Ivoire hier. Il faudrait créer les conditions pour que ces jeunes-là puissent aller vers des domaines qui vont servir effectivement à l'industrialisation, au développement. Il ne faudrait plus que tout le monde parte dans les filières qu'on connaît sans vouloir fustiger quelqu'un, mais effectivement qu'on ait des filières qui, de façon efficace, participent au développement, qui participent donc à l'essor auquel on veut arriver. Mais si on continue de fonctionner dans le même système éducatif, où depuis le primaire, on n'a appris aucune technique d'entrepreneuriat, et
Après, on demande, non, les jeunes, il faut investir, il y a de l'argent qui est là. Si on sortit de l'université, voilà, qu'il faut maintenant commencer. Non, du tout. Il ne faut pas. Il faut le faire dès la base. Je pense qu'il y a d'autres modèles de pays qui existent où on a appris cela. En France, on se bat par exemple sur les vendredis. Il faut créer un après-midi spécialement pour permettre aux élèves d'avoir d'autres activités. Quand ils sortent de là, ils savent ce qu'ils veulent faire davantage. C'est chez nous ici, par exemple, on se bat parce que des personnes veulent faire un doctorat. On ne devrait même pas en arriver là. Dans d'autres pays, tout le monde fait un doctorat et ça ne crée jamais un problème. Mais il y a des ouvertures de sorte à ce que tout le monde, à chaque niveau, de façon efficace, participe au rayonnement de son pays et de son continent. C'est à cela qu'il faut arriver. Mais surtout, il ne faut pas vivre en autarcie parce qu'on a toujours besoin du monde. Merci Martinien et Yapi, je pense que c'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission. Je rappelle que vous êtes conseiller en communication, diplômé de l'Institut de formation politique Amadou Goncoulibaly. Merci d'avoir accepté de partager avec nous cette expérience acquise. C'est moi qui vous remercie donc pour l'occasion que vous nous avez accordée d'échanger avec vous. J'espère qu'on se retrouvera encore pour parler davantage de choses qui concernent nos pays et notre continent. Absolument, les questions du développement vont nous rassembler. Charmide Douan, on a eu le plaisir également à vous recevoir. Vous êtes la présidente de l'ONG Niorfan. Exactement. On l'a dit, c'est le pouvoir de la femme. Vous êtes diplômée également de l'Institut. Merci d'être passé sur notre plateau. Je vous en prie, c'est tout un plaisir. Et n'oubliez pas l'État, facilitez-nous la tâche. À nous revoir. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. À très bientôt.